Alors nous voilà rendus dans la deuxième séquence de ce chapitre consacré aux aspects statistiques. Dans la partie précédente, on a beaucoup décrit les formes canoniques des modèles polynomiaux. On a aussi montré quelles étaient les limites économiques des plans de mélange par rapport au nombre de constituants qui peuvent rentrer dans une formule et au degré du modèle qu'on va associer pour décrire la variation des réponses. Et donc nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, qui est l'application de la méthode des moindres carrés pour nous aider à estimer les coefficients des modèles. Et dans cette deuxième séquence, on va rappeler ce qu'est la méthode des moindres carrés. On va expliciter cette méthode de façon à générer des matrices, comme la matrice du modèle, la matrice d'information et la matrice de dispersion. Et dans la séquence 3, eh bien, on aboutira, et ce sera le terme de ce chapitre, au vecteur des coefficients et au vecteur des résidus. Alors, la norme nous dit que la méthode des moindres carrés est une technique d'estimation qui minimise la somme des carrés des écarts. C'est une méthode que vous avez déjà utilisée dans d'autres contextes, qui est classique, qui date de la fin du XIXe siècle, et qui va présenter ici l'avantage de pouvoir s'écrire simplement sous forme matricielle, ce qui, à l'aide d'un tableur, facilite grandement les calculs quand on est confronté au problème. Les écarts, que l'on baptisera résidus dans ce contexte, sont représentés par la différence entre la réponse mesurée, l'indication à l'essai, et la réponse modélisée pour ce même essai. Donc YI moins Y chapeau I, l'écart on le note petit e. Et donc on va chercher les coefficients du modèle de telle sorte que ces écarts qui représentent la partie aléatoire de la modélisation soient les plus petits possibles. Les écarts pouvant être positifs ou négatifs, on les met au carré et on en fait la somme. Somme pour i égale 1 à n de e indice i au carré, que l'on note sous l'acronyme SCE, somme des carrés des écarts. Et l'objectif eh bien, va être de minimiser cette somme. C'est ce qu'on appelle une méthode d'optimisation qui a été proposée par Gauss ou par Legendre au début du XIXe siècle et qui est la méthode sous-jacente à beaucoup de logiciels de plans d'expérience dans le contexte de la formulation. Cette méthode a des limites, on les présentera, et on a été amené au fil du temps à utiliser d'autres outils de régression en fonction aussi d'autres objectifs, notamment quand il y a beaucoup de constituants, plus d'une dizaine, en utilisant en particulier aujourd'hui la régression PLS, la régression Ridge ayant permis une transition un petit peu entre l'époque de la méthode des moindres carrés et l'approche PLS. Mais dans le cadre d'un cours universitaire ou en école d'ingénieur ou encore pour des étudiants de licence 3 qui s'initient aux méthodes de formulation, la méthode des moindres carrés va permettre déjà de faire beaucoup de choses. Alors on va expliciter la somme des carrés des écarts pour voir à quoi ça ressemble et on va parcourir un chemin entre la matrice d'expérience, c'est-à-dire la liste des expériences et la nature des expériences que vous avez faites, pour passer de cet objet mathématique à un autre objet mathématique qui s'appelle la matrice du modèle. Alors la matrice d'expérience a pour dimension, on l'a indiqué dans la partie 1, Q colonnes, puisque vous avez Q constituants, et N lignes si vous avez fait N expériences. Cette matrice, vous l'avez remplie par des valeurs de proportion, de telle sorte que vous allez optimiser l'estimation des paramètres. Ceci avait amené les expérimentateurs à équirépartir du mieux possible les expériences dans le domaine expérimental. On en a parlé à la fois lorsqu'on a présenté la forme canonique avec les modèles de Scheffé et à la fois dans le chapitre position du problème où on avait vu l'importance de l'équirépartition. C'est le sens du mot design dans l'allocution design of experiments, plan d'expérience. Dans le cas présent, on a réalisé 7 expériences, donc on note xi n égale 7, avec une matrice qui est constituée de 2 colonnes et de 7 lignes. Dans la première colonne, vous avez la proportion du constituant 1, dans la deuxième colonne, vous avez la proportion du constituant 2, ce qui se traduit sous la forme d'un tableau Excel que vous voyez apparaître à l'écran. Alors attention, les proportions des constituants ne sont pas des valeurs anodines d'un point de vue numérique. Alors en effet, faut-il encore les rentrer convenablement dans un tableur,
Si vous rentrez spontanément 1/3, vous risquez de voir apparaître 1er mars dans la cellule de la feuille Excel, alors que vous vouliez voir apparaître 1/3. Si vous n'écrivez pas 1/3 et que vous écriviez 0,33, 0,333, 0,3333, en fait, vous allez propager des erreurs d'arrondi, parce que vous allez voir par la suite que ces proportions, on va les multiplier entre elles, on va les combiner entre elles pour faire des modèles. Et donc, attention aux problèmes d'instabilité matricielle, ce sont des problèmes récurrents qui vont d'ailleurs limiter l'utilisation des feuilles de calcul à un nombre restreint de constituants. Vous ne pourrez pas faire des plans de mélange avec 15 ou 20 constituants, mais toutefois avec 5, 6 voire 10 constituants, vous verrez qu'on peut y arriver. Donc attention à la saisie des proportions, dont je rappelle qu'il s'agit de nombres réels appartenant à l'intervalle 0,1. N'écrivez jamais 47,24 dans une cellule pour dire qu'il s'agit de 47,24%. C'est 0,4724 qu'il convient d'écrire. Par contre, le format d'affichage, vous pouvez lui demander d'afficher la valeur en pourcent si vous voulez. Assurez-vous également, et c'est très important, que la somme des proportions que vous avez saisies est bien égale à 1. Voilà, puisque c'est la contrainte relationnelle implicite qui nous sert à écrire les modèles sous forme canonique. Alors la matrice d'expérience étant écrite, eh bien, il va falloir passer maintenant à la matrice du modèle. Et donc, on va faire ici une démonstration à partir d'un modèle qui est le modèle de degré 2. La démarche serait rigoureusement la même, mais avec des équations un petit peu plus lourdes si on utilisait un modèle de degré 3. Alors le modèle de degré 2, sous forme canonique, rappelons-le, présente la forme générique que vous voyez en haut de l'écran, β1 x1 plus β2 x2 plus β1 2 x1 x2. Eh bien, cette forme générique, on va la décliner pour chacune des 7 expériences qui ont été réalisées sous la forme YI, la réponse mesurée à l'essai, est égale à B1. B1, c'est l'estimation de β1, que multiplie la proportion du premier constituant pour l'essai considéré, plus B2, c'est l'estimation de β2, que multiplie xi2, la proportion du constituant 2 pour l'essai petit i, plus b1,2, l'estimation du coefficient β1,2, que multiplie xi1 et xi2, qui sont les proportions des constituants 1 et 2 pour l'essai i. Et naturellement, ce que nous avons dit à propos de la définition d'un modèle, on va rajouter à la partie déterministe que je viens de décrire une partie aléatoire, E indice i. Et donc, fort de cette équation, eh bien, on va transformer notre matrice d'expérience en un système de 7 équations. À gauche du signe égal, Y1, Y2, Y3 sont les masses volumiques. Et à droite du signe égal, j'ai reproduit l'expression générique en remplaçant xi1 par sa valeur, xi2 par sa valeur, et en faisant le produit, xi1 par xi2. C'est ce que vous voyez apparaître à l'écran. Et vous voyez ici tout de suite la justification de la rigueur à apporter lorsque l'on saisit des proportions. Vous voyez que dès cette étape, vous avez fait le produit de xi1 par xi2, par exemple 1,5 fois 1,5 ou 1 tiers par 2 tiers. Alors 1,5 par 1,5, ça pose pas de problème, mais 1 tiers par 2 tiers, si vous faites des erreurs d'arrondi, naturellement, vous allez propager très très rapidement ces erreurs, et donc votre estimation des coefficients sera faussée. Alors, le système d'équations que vous voyez écrit ici, on peut l'écrire naturellement sous forme matricielle, faisant apparaître le vecteur des réponses, faisant apparaître à droite le vecteur des résidus ou des écarts, le vecteur des coefficients, B1, B2, B1,2, et puis ensuite une matrice. À gauche du trait rouge que je vous ai indiqué à l'écran, vous connaissez tout. Dans la matrice qui fait 3 colonnes, vous connaissez les valeurs. Dans le vecteur des réponses, vous connaissez les réponses que vous avez mesurées, entre 1400 et 1900 grammes par litre. Et à droite, vous voyez apparaître vos 10 inconnus. C'est pour ça qu'en écrivant le système sous cette forme-là, on voit que l'on dispose de 7 équations, c'est ce que l'on connaît, et on voit que l'on a estimé à partir de cette équation 10 inconnus. Il nous manque donc 10 moins 7 égale 3 équations. Et la méthode des moindres carrés va nous apporter ces équations après avoir dit que l'objet mathématique que vous voyez dans la partie connue, à droite du signe égal, c'est ce qu'on appelle la matrice du modèle. Voilà quelle est la définition de la matrice du modèle. On va maintenant la définir de façon un peu plus générale. La matrice du modèle
elle a pour dimension autant de colonnes qu'il y a de coefficients à estimer. Donc dès lors que l'on connaît, on choisit une forme canonique, on connaît le nombre de coefficients à estimer, c'est l'objet de la séquence précédente, donc on connaît le nombre de colonnes. Dès lors qu'on a fait suffisamment d'expérience, on connaît le nombre de lignes, et donc la matrice du modèle a pour dimension P colonnes et N lignes. Cette matrice, elle est très très simple à générer, il suffit de la définir comme étant l'extension appropriée et pertinente de la matrice d'expérience. Vous voyez que les premières colonnes de la matrice du modèle, ce n'est ni plus ni moins que la matrice d'expérience. Et ici, j'ai rajouté une colonne. Et comment l'ai-je fabriquée, cette colonne? Je l'ai fabriquée en faisant le produit des valeurs des deux colonnes précédentes, xi fois xj. Donc ici, x1 fois x2. Donc à partir du moment où vous avez une matrice d'expérience, à partir du moment où vous avez choisi un type de modèle, vous pouvez immédiatement, sans passer par l'explicitation que j'ai faite, transformer la matrice d'expérience en matrice du modèle, en rajoutant des colonnes et en remplissant ces colonnes à partir des monomes que vous cherchez à quantifier. Alors, voilà sous Excel comment cela se présente. Vous voyez apparaître les colonnes x1 et x2 qui représentent les proportions de sable et les proportions de gravier. Et puis à droite, une colonne x1, x2 qui est le produit des deux colonnes précédentes. D'un point de vue méthodologique, quand vous utilisez un tableur et que vous allez utiliser à plusieurs reprises ces objets mathématiques, plutôt que de passer son temps à les sélectionner avec des risques d'erreur de sélection, donnez-leur un nom. Voilà. Alors, personnellement, la matrice du modèle, je l'appelle X. Et donc, dans le ruban formule, je vais définir un nom, X, après avoir sélectionné cette matrice. Vous aurez à votre disposition un petit film complémentaire à cette présentation sur les aspects mathématiques qui reviendra sur la mise en œuvre de ces formules sous Excel. Alors, où en sommes-nous dans la démarche générale? Eh bien, on a fait un pas vers le progrès. On est parti de la matrice d'expérience et on a rajouté des colonnes à cette matrice pour la transformer en matrice du modèle. La nature des colonnes rajoutées tient compte de la nature du modèle. Alors, une fois qu'on a la matrice du modèle, on va passer maintenant à une matrice très importante qui s'appelle la matrice d'information. Alors, pour passer à la matrice d'information, eh bien, c'est là qu'il va falloir expliciter la somme des carrés des écarts. Alors, on va l'expliciter dans le cadre du modèle de degré 2. Nous avions écrit juste avant la forme de la décomposition, yi, valeur mesurée, égale partie déterministe plus partie aléatoire. Et la partie aléatoire, on va l'isoler d'un côté du signe égal, ei égale yi moins la partie déterministe. Cette partie aléatoire, on va la mettre au carré, tout simplement parce que cette partie aléatoire peut être positive ou négative, et on veut minimiser. Et comme on veut minimiser, on va minimiser la somme des carrés des écarts. C'est la définition de la méthode des moindres carrés que nous avons vue à l'introduction. Donc j'écris le carré de l'écart, et puis naturellement, je vais faire la somme des carrés des écarts pour définir la quantité SCE. Alors ça paraît toujours très gigantesque, très complexe. N'oubliez pas que là-dedans, seuls B1, B2 et B1,2 sont des inconnus. Tout le reste, c'est soit des réponses Y que vous mettez au carré, soit des X qui sont les proportions des constituants que vous connaissez. Donc on va pouvoir y donner un sens à cette somme des carrés des écarts. Alors cette somme des carrés des écarts, si on regarde d'un peu plus près, c'est une fonction polynomiale, c'est une somme de monômes, et les degrés des monômes, c'est des monômes de degré 2. On a des termes en B1, en B2, en B1,2, ça c'est des monômes de degré 1, puis après, on voit dès qu'on a des termes de degré 2, en B1 carré, B2 carré, B1,2 carré, ou B1 fois B2, donc c'est un polynôme de degré 2. Et minimiser un polynôme de degré 2 va consister à chercher le point à dérivée nulle, c'est des dérivées partielles, donc on va dériver la somme des carrés des écarts partiellement par rapport à B1, puis à B2, puis à B1,2, et on va chercher à trouver un point où ces dérivées sont nulles, en s'assurant, mais ça sera le cas, que les dérivées secondes soient positives. C'est comme ça qu'on définit un minimum. Voilà, donc il va falloir écrire trois équations. Tiens, ce sont les trois équations qui nous manquent. La dérivée de SCE par rapport à B1, la dérivée de SC2 par rapport à B2, et la dérivée partielle de la somme des carrés des écarts par rapport à B1,2. On va détailler la première dérivée partielle. Les autres se font sur le même principe. Donc pour ceux qui sont un peu fébriles, dès qu'il s'agit de dériver, dériver ça veut dire dépendre de.
Donc si un monôme ne dépend pas de B1, sa dérivée est nulle. C'est pour ça que la dérivée de somme de YI carré par rapport à B1 est égale à 0. Dans le deuxième bloc, vous voyez que B1 n'apparaît que dans le premier monôme. Donc quand on dérive par rapport à B1, qui apparaît à la puissance 1, on divise, et on obtient moins 2 somme de I égale 1 à n, des YI xi1. Et de la même façon, dans le troisième terme, attention, B1 apparaît au carré dans une expression, donc voilà quelle est l'expression de la dérivée. Ça ne doit pas poser de problème. Alors on va réorganiser les choses, d'une part en simplifiant par 2, et d'autre part en déplaçant à droite du signe égal ce qui tient compte de y, de façon à garder à gauche nos inconnus, B1, B2, B12, des choses que l'on connaît, c'est xi1, xi2, et puis les produits, ça c'est les proportions des constituants qui nous les donnent, et de mettre à droite du signe égal ceux qui dépendent de l'expérience, donc du contexte expérimental dans lequel vous avez mis en œuvre votre plan de mélange. Cette expression, on va maintenant distribuer, dans cette expression, on va distribuer les signes sommes, de façon à extraire à l'extérieur de ces signes sommes les coefficients, B1, B2, B12, et vous voyez apparaître ici une équation. Cette équation présente 3 inconnus. Donc si la dérivée, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, de SCE par rapport à B2 et la dérivée de SCE par rapport à B12, ces dérivées nous amènent 2 autres équations indépendantes de la première et elles-mêmes à 3 inconnus, nous aurons un système de 3 équations à 3 inconnus. Donc c'est ce qu'on va voir. On va dériver par rapport à B2, donc je vais relativement aller vite puisqu'il n'y a pas de problème particulier dans la dérivation. Réflexe, je mets d'un côté du signe égal mes inconnus, je les mets à gauche, et je mets à droite du signe égal ce qui va dépendre de la réponse mesurée. Je distribue le signe somme, en sortant du signe somme les valeurs des coefficients, B12, B1 et B2, et j'obtiens ainsi une deuxième équation à 3 inconnus, dont on verra qu'elle est différente de la première. Même méthode pour la dérivée partielle par rapport à B12, qui là aussi ne pose aucun problème, si ce n'est peut-être une écriture un petit peu plus longue. Voilà une troisième équation à 3 inconnus. Donc la méthode des moindres carrés, donc minimiser la somme des carrés des écarts, permet de fournir gratuitement, sans faire la moindre expérience complémentaire, 3 équations à 3 inconnus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les regrouper, ces 3 équations à 3 inconnus. Les voilà. Vous pouvez remarquer au passage que si vous redérivez par rapport à B1, la première équation, vous obtenez somme des xi1 au carré, c'est positif. Si vous redérivez la deuxième équation par rapport à B2, vous obtenez somme des xi2 au carré, et c'est également positif. Et enfin, si vous dérivez la troisième équation par rapport à B12, vous obtenez la somme des xi1 au carré multiplié par xi2 au carré. Donc là encore, c'est positif. Donc, si on arrive à résoudre ce système, et il n'y a pas de raison que nous n'y arrivions pas, la solution proposée sera bien un minimum, puisque les dérivées secondes sont positives. Alors, toujours avec le même principe, le système que l'on vient d'écrire, on va le réécrire sous forme matricielle. C'est ce que vous voyez ici. On voit apparaître une matrice qui ne contient que des sommes de combinaisons de proportions, avec leur carré éventuellement, ou leur produit. C'est ce qu'on appelle la matrice d'information, suivie juste après du vecteur des coefficients, B1, B2, B12. Et ce qu'on cherche, c'est ce fameux vecteur. Donc si la matrice d'information est inversible, eh bien, on obtiendra tout simplement le vecteur des coefficients en prémultipliant à gauche, de part et d'autre du signe égal, par l'inverse de la matrice d'information. Donc si on parle d'inverse de matrice d'information, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit inversible, et une de ses caractéristiques essentielles, c'est son déterminant. Si le déterminant est nul, eh bien, naturellement, la stratégie expérimentale que vous avez retenue ne vous permet pas d'atteindre l'information que vous cherchez. C'est ce qui justifie ici le nom ou l'appellation, la désignation de cette matrice. La matrice d'information, on vient de le voir, est une matrice carrée. Vous pouvez la dessiner, elle contient P ligne, P colonne.
Le déterminant, c'est ce que je viens de dire, traduit pour un modèle donné la qualité de la distribution des mélanges dans le domaine, en ce sens que si le déterminant est nul, ça veut dire que vos expériences sont généralement répétées et insuffisantes pour estimer les coefficients du modèle. Et plus le déterminant est gros, plus les points sont dispersés au sein du domaine expérimental. On verra dans les quiz et dans les applications Excel la façon de construire un simulateur pour justifier cette propriété qui est très importante pour comprendre comment les logiciels construisent les plans de mélange. Donc construire un plan de mélange, ça revient à maximiser le déterminant de cette matrice d'information. En particulier, on en aura besoin quand le domaine expérimental ne sera plus un simplex, c'est-à-dire un segment de droite dans le cas du mélange binaire, un diagramme ternaire dans le cas un triangle équilatéral dans le cas des mélanges ternaires, un tétraèdre. Vous voyez ici un tétraèdre qui est tronqué sur 3 de ces 4 sommets. Et le domaine expérimental, dans ce cas-là, ne s'appelle plus un simplex, ça s'appelle un polyèdre convexe. Un polyèdre convexe qui peut présenter, on le voit, des arêtes longues, des faces grandes, des faces petites. Et donc, il conviendra de mailler au mieux uniformément ce domaine. Et à défaut de pouvoir le mailler de façon géométrique, eh bien, on utilisera comme indicateur de qualité de maillage, on pourra utiliser comme indicateur de qualité de maillage le déterminant de la matrice d'information, mais on reviendra dans un chapitre dédié à l'exploration des polyèdres convexes sur ce point-là. Alors, illustration, comment calculer efficacement la matrice d'information à partir de la matrice du modèle. La matrice du modèle, vous la voyez apparaître à l'écran, en haut à gauche. C'est une extension appropriée de la matrice d'expérience. On a rajouté la colonne produit. Cette matrice du modèle, regardez, on va la transposer. Donc la première colonne devient la première ligne, la deuxième colonne devient la deuxième ligne, et la troisième colonne devient la troisième ligne. Et quand vous faites le produit de la transposée de la matrice du modèle par la matrice du modèle, eh bien regardez, vous obtenez la matrice d'information. Donc à partir du moment où on a calculé la matrice du modèle, il suffit de la transposer. Il y a une fonction d'Excel qui va nous permettre de le faire, et ensuite de faire tout simplement un produit matriciel, là encore une fonction Excel permet de le faire, pour obtenir la matrice d'information. Donc rassurez-vous, vous n'allez pas avoir à écrire manuellement toutes ces sommes mettant en œuvre des proportions ou des carrés de proportions. Comment calculer la transposée de la matrice du modèle? Tout simplement à partir d'une fonction qui s'appelle transpose, en ayant pris soin de sélectionner au préalable la zone de résultat, en ayant pris soin de valider le résultat de la fonction à partir des touches CTRL-SHIFT-Entrée, puisque le résultat tient dans plusieurs cellules, et d'un point de vue méthodologique, pensez à nommer les matrices que vous créez, et ici je l'appelle TX. Et à partir du moment où on connaît la matrice X, qui est la matrice du modèle, et la matrice TX, qui est sa transposée, eh bien on va pouvoir, à l'aide de la fonction produit matriciel, donc vous voyez ici la boîte de dialogue, calculer automatiquement la matrice d'information, dimensionner la zone de résultat, ici 3 lignes, 3 colonnes, aller chercher la fonction produit matriciel dans la liste des fonctions disponibles dans Excel, et renseigner les champs matrice 1 et matrice 2, en vous souvenant que le produit matriciel n'est pas commutatif, donc c'est la transposée de X par X. La matrice, on l'appelle info, pour le résumé de matrice d'information. Vous voyez qu'elle est symétrique. Et vous pouvez calculer tout de suite son déterminant, 0,3249, 3249. Alors attention, ce déterminant peut devenir très petit, sans forcément être nul. Et s'il est très petit, vous risquez de tomber sur des problèmes numériques d'inversion. Alors Excel, dans sa grande bonté, a un algorithme d'inversion de matrice qui vous permet d'inverser des déterminants très petits, beaucoup plus petits que 0,32. Donc vous pouvez aller sans trop de risque jusqu'à l'inversion de matrice dont les déterminants sont les voisins de 10-45, 10-46, 10-47. Mais attention, si vous avez des déterminants de matrice d'information encore plus petits, ceci arrivera d'autant plus que vous aurez beaucoup de constituants, que vous utiliserez des polynômes de degré élevé,
et surtout que vous aurez des disparités dans les étendues de variation des proportions des constituants. Mais on découvrira ça au fur et à mesure d'autres chapitres. À ce moment-là, vous n'utiliserez plus Excel pour inverser les matrices. Et c'est ce qui a généré d'autres méthodes d'estimation comme la régression PLS ou la régression Ridge. Ici, dans ce petit exemple introductif, on va pouvoir inverser cette matrice sans problème. Où en sommes-nous sur notre feuille Excel? Nous avions la matrice d'expérience et la matrice du modèle. Je viens de la transposer. Et j'ai fait le produit de la matrice transposée par la matrice du modèle, en rappelant encore une fois que les fonctions qui renvoient non pas un scalaire, mais qui renvoient une matrice, doivent être validées par l'association des touches CTRL, SHIFT et Entrée pour obtenir le résultat. Alors maintenant que nous avons la matrice d'information, ce que vous voyez à l'écran, eh bien on va l'inverser, si son déterminant n'est pas nul, pour trouver le vecteur des coefficients. Voilà la matrice d'information, voilà le vecteur des coefficients. À droite du signe égal, nous n'en avions pas parlé, vous obtenez un vecteur qui est le produit de la transposée de la matrice du modèle par Y. Vous pourrez le vérifier aisément. Et donc si la matrice d'information transposée de X par X est inversible, eh bien, en prémultipliant à gauche par les inverses, on obtient le vecteur des coefficients. C'est ce que vous voyez apparaître ici, avec un symbole -1 pour la matrice qu'on va appeler la matrice de dispersion. Donc la matrice de dispersion, ce n'est autre que l'inverse de la matrice d'information. Et en multipliant par la suite cette matrice de dispersion par le vecteur transposé de x, y, on obtiendra le vecteur des coefficients, qui est le premier résultat de l'analyse mathématique. Alors, quelles sont les caractéristiques et quel est l'intérêt de cette matrice de dispersion? La matrice de dispersion est une matrice carrée, puisqu'elle provient de l'inverse d'une matrice carrée, P', P colonne, P étant le nombre de coefficients. L'élément important, algébrique, de cette matrice, c'est les termes qui sont sur la diagonale. Pourquoi? Parce que la somme des termes diagonaux sera positive et elle va traduire l'incertitude sur les coefficients. On va le voir. L'objectif, c'est d'avoir des coefficients avec le moindre doute possible. Et pour avoir le moindre doute possible, eh bien, il faut que la somme des termes positifs soit la plus petite possible. C'est ce qu'on appelle un critère de minimisation de la trace quand on construit un plan d'expérience. Et ce critère de minimisation de la trace s'appelle A-optimalité. A pour average, la moyenne, c'est quelque part la somme des termes, la trace divisée par le nombre. Voilà. Alors c'est un moyen de construire des matrices d'expérience quand le domaine n'est plus un simplex, mais est un polyèdre convexe. Tout calcul fait, en utilisant la fonction inverse mat, donc vous voyez la boîte de dialogue à l'écran, on obtient la matrice d'information. Je la nomme disper pour matrice de dispersion, et sur cette matrice, je vais m'intéresser aux termes diagonaux. Alors pourquoi les termes diagonaux sont-ils importants? Eh bien parce que lorsqu'on va chiffrer le doute qui affecte l'estimation du coefficient β1, que j'ai appelé ici variance de B1, ce doute, eh bien c'est le produit du coefficient de variance que l'on lit sur la diagonale par la variance résiduelle, la variance de répétabilité, donc le doute qu'on répartit uniformément dans le domaine. Et qu'est-ce que vous constatez sur cette distribution des coefficients de variance? Eh bien que les termes de degré 2 ont une variance quelque part 15, 16 fois plus grande que la variance qui affecte, donc le doute qui affecte les coefficients de degré 1. Et donc vous voyez ici, non pas une démonstration, mais une illustration d'une phrase que je vous avais donnée. Plus le degré du polynôme va augmenter, plus le doute sur les coefficients des monômes correspondants sera grand. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il ne sert à rien de rajouter des termes de degré élevés. Alors voilà ici une application. L'objectif du quiz et des séances sous Excel va être justement de faire des simulations pour mieux quantifier ces propos. Alors la matrice de dispersion, nous l'avions vu apparaître dans une équation un peu barbare lors de la position du problème. C'est cette matrice de dispersion que l'on va utiliser dans la loi de propagation d'incertitude. La loi de propagation d'incertitude permet de propager les incertitudes que l'on a sur chacun des coefficients du modèle à l'incertitude qui va affecter la prévision faite par le modèle pour la réponse Y chapeau pour un mélange X0 donné. Donc l'incertitude sous forme de variance, variance de Y chapeau de X0 est égale, à droite du signe égal, à la variance résiduelle. Plus le modèle passera loin des points expérimentaux, donc plus les résidus seront grands,
plus le doute sur les prévisions faites par le modèle seront grandes. Ça paraît logique. Donc le modèle qui passera le plus près des points expérimentaux sera préférable, de façon à minimiser les doutes. Mais indépendamment de ça, vous avez entre accolades un terme qui fait intervenir quoi? Qui fait intervenir la matrice de dispersion, et la matrice de dispersion ne dépend que du choix des mélanges que vous avez fait, du nombre de mélanges, de la nature de ces mélanges et du type de polynôme que vous utilisez pour faire de l'interpolation. Ici, c'était un polynôme de degré 2. Et puis ensuite, ça dépend de l'endroit où l'on se situe dans le domaine, ce qui apparaît avec la fonction du modèle qu'on appelle f de x0. Donc voilà l'utilité de la matrice de dispersion. Elle nous servira à calculer des intervalles de confiance, donc des résultats de mesure, sur les prévisions faites à partir d'un modèle pour la réponse en un mélange donné. Voilà, le grand rectangle, eh bien, c'est la fonction de variance au point x0. Alors, si on reprend ou on complète notre schéma d'avancement de programmation d'une feuille de calcul, eh bien, la matrice d'information donne lieu par inversion à une matrice de dispersion, donc également une matrice carrée. Assurez-vous qu'elle soit inversible, la matrice d'information, et assurez-vous également que l'outil de calcul dont vous disposez ne propage pas trop d'erreurs en inversant. Alors on verra des techniques qui permettent d'améliorer les choses, mais posez-vous la question, est-ce que j'ai le droit d'utiliser la fonction d'inversion disponible dans le tableur et est-ce que je ne vais pas propager trop d'erreurs? Nous arrivons donc à la fin de séquence 2 qui consistait à créer des matrices et donc nous allons proposer un quiz. Quel est le lien entre la méthode des moindres carrés et la matrice d'information? Première question. Quelle est l'importance de la matrice d'information? Donc faites bien la distinction entre quel est le lien, est-ce qu'elle dépend, est-ce qu'elle ne dépend pas, comment dépend-elle, et l'importance, quel est le rôle de cette matrice dans notre problématique. Que représentent les termes diagonaux de la matrice de dispersion? Quelle est la nature des variables représentant les composantes de la matrice d'expérience et quelles sont les précautions à prendre d'un point de vue numérique en utilisant ces variables, chose que nous avons évoquée dans cette présentation. Et ensuite, histoire de vous amener à faire des petits calculs sous Excel, voilà 3 matrices d'expérience. La première, dans un diagramme ternaire, consiste à faire les 3 sommets du domaine. La suivante, celle que vous voyez au milieu de l'écran, consiste à faire les 3 mélanges binaires alicotes, ça veut dire qui ont les mêmes proportions de constituants, 50-50 sur chacune des arêtes. Et ensuite, la troisième est une matrice où les 3 constituants sont présents à raison de 2/3 pour l'un d'entre eux et en égale proportion pour les 2 autres, un sixième. Donc voilà un expérimentateur qui a décidé de faire soit les 3 sommets d'un diagramme ternaire, soit les 3 milieux d'arêtes d'un diagramme ternaire, soit les 3 mélanges internes que vous voyez dans la matrice qui est située la plus à droite. Et à partir d'une feuille Excel, vous allez construire les matrices du modèle, les matrices d'information et les matrices de dispersion correspondantes pour un modèle de degré 1. Et vous allez comparer les résultats. Quels sont les déterminants les plus grands? Est-ce que vous voyez une relation entre le déterminant et la disposition des expériences dans le domaine? Est-ce que vous voyez des choses importantes sur la trace, donc les termes diagonaux de la matrice de dispersion, en fonction de la stratégie expérimentale? Donc vous voyez que nous commençons petit à petit à passer d'un espace purement mathématique à un espace opérationnel, qui est celui de la feuille de calcul Excel. Nous avons atteint la fin de la deuxième séquence et on va tout de suite passer sur la séquence suivante qui va utiliser, vous vous en doutez, la matrice de dispersion pour calculer le vecteur des coefficients. Et dès que nous aurons le vecteur des coefficients, eh bien, on calculera le vecteur des résidus. Donc je vous donne rendez-vous dans la dernière séquence de ce chapitre consacré aux aspects mathématiques. Merci encore de votre attention.